Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence tout de suite par les nouvelles de ce 23 septembre 2022, avec notamment le taux des emprunts immobiliers à 30 ans qui est monté à 6,43%, c'est le plus haut depuis 2008, mais en même temps c'est normal, je vous expliquerai en début de vidéo technique pourquoi. Ensuite nous avons la nouvelle du jour pour ADA Cardano, enfin la mise à jour facile est live, a priori tout s'est bien passé, le hard fork c'est fait, c'est une grosse mise à jour qui était attendue par notamment ADA Cardano, à voir si ça a changé quelque chose au niveau du cours, ça vous aura une vidéo bien sûr bientôt dessus. Ensuite nous avons CZ, donc qui est le CEO, en tout cas le créateur de Binance, qui lance un conseil mondial du Web3 pour défendre justement l'écosystème des cryptos, les crypto-monnaies et le Web3, et globalement, à travers ce consensus, de créer une forme de force pour pouvoir donner les informations nécessaires aux dirigeants et en tout cas orienter la régulation dans ce qui est nécessaire au niveau du Web3 et ne pas aller trop loin par un manque généralement malheureusement d'informations. À côté, ça se nomme le Global Advisory Board, donc le GAB, et c'est composé de 11 personnes, notamment l'ancien ambassadeur américain en Chine, si je ne dis pas de bêtises, et plusieurs autres gros acteurs de l'écosystème, donc c'est un mix entre politique et acteurs, pour pouvoir justement essayer de faire pression, ce qui est un peu mandatory en ce moment, surtout qu'on voit un certain nombre de frameworks de législation qui sont en train de se faire sur notamment les stablecoins, sur le minage, donc c'est important d'apporter un maximum d'informations aux personnes et de pouvoir avoir un petit peu de poids là-dessus de façon à pouvoir justement défendre les intérêts du Web3 évidemment. Ensuite, nous avons Helium Foundation qui a annoncé, ça y est, sa migration pour Solana. Le vote de la communauté a été fait et Helium va passer entièrement sur Solana. Pour rappel, c'était une news que je vous ai donnée déjà il y a un certain temps où c'était leur volonté. Ça n'avait pas été encore voté. Et là, ça y est, c'est fait. Helium passe sur Solana. Ensuite, nous avons une petite série de levées de fonds avec Lead Protocol qui a levé 13 millions de fonds. Et qui annonce un nouveau wallet, une nouvelle application de wallet qui va être majoritairement cloud, à voir si ça va être un produit intéressant ou non. Et ensuite nous avons la startup 3 Commas qui est spécialisée dans le trading crypto automatisé, qui a levé 37 millions de dollars. Bon, ça montre qu'il y a toujours un gros engouement, même si ce n'est plus vraiment des blockchains de niveau 1, au niveau 2, mais tout ce qui gravite autour du Web3 continue à lever régulièrement des millions de dollars. Ensuite, le point aujourd'hui, c'est Powell, discours à 20h, important, je pense, qui va clôturer la semaine, qui va nous donner justement cette fin de semaine, qui va nous donner aussi cette fin de trimestre, cette fin d'année 2022, fin d'année 2022 qui s'annonce quand même compliqué d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue géopolitique, mais on n'oublie pas, le marché est en avance de ça, et c'est ce qui est important, et c'est aussi un des points que je traiterai dans la vidéo de demain, qui est cette vision macroéconomique. Ok, oui, mais qu'est-ce que le marché voit, et qu'est-ce que le marché price actuellement, et comment justement se désolidariser de cette vision macroéconomique pour refléter le marché, et c'est ce qui est important aussi de comprendre la dynamique de risk management du marché et des opérateurs financiers. Nous avons terminé sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Avant ça, rappel, le Discord, je l'ai créé pour le partage et c'est un hub d'informations, c'est-à-dire que vous avez toutes les informations sur la blockchain, la crypto-monnaie, le trading et l'investissement sur le Discord. Il y a une communauté de passionnés qui discutent continuellement sur une multitude de canaux, justement en fonction des appétences de chacun, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets en description et en commentaire toutes les informations pour que vous puissiez nous rejoindre. On attaque la partie technique, et cette fois-ci, on ne l'attaque pas avec notre récapitulatif habituel, juste petit point très rapide sur cette notion d'emprunt immobilier à 30 ans, parce que c'est important, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est ce qui entraîne une hausse de l'inflation actuellement, malgré la diminution de l'inflation
des valeurs énergétiques. Pourquoi on a cette hausse d'inflation ? C'est logique. En bleu, nous avons le mortgage, donc on est à 6,25. Et en bleu très clair, nous avons les taux relevés de la Réserve fédérale. Alors du coup, c'est les anciens taux. Il faudra regarder maintenant avec les nouveaux taux 3,25. Mais on voit bien qu'on a une cohérence très très forte dessus. Bien sûr, on a une augmentation des taux, une augmentation anticipée toujours des emprunts, ce qui est logique, on n'oublie pas, ça anticipe ce qui se passe, forcément les emprunts doivent être en amont, et donc on a bien cette accélération en amont de l'accélération des taux, et on voit bien aussi qu'on a une décélération avant, ce qui est logique, parce que si on a une décélération des taux, ça veut dire qu'on a une décélération aussi de l'inflation, et donc une volonté de diminuer les taux de la Réserve fédérale. Donc ça, c'est tout à fait logique, et c'est quelque chose que l'on retrouve historiquement, d'accord, par accélération, deuxième accélération pour compenser, et ainsi de suite. Donc, à voir, là, on est quand même sur un taux qui est très élevé par rapport à ce qu'on a pu connaître sur ces dernières années. On est dans un taux proche de 2008. Faudrait voir, est-ce qu'on va atteindre justement les 7%, est-ce qu'on va dépasser ici cette zone-là pour aller atteindre un peu plus haut. Ça voudrait dire aussi, si jamais on attaque beaucoup plus haut, qu'on va avoir une continuité forte d'augmentation de la Fed. Bon, ça, en l'occurrence, ça a été plus ou moins dit par Powell cette semaine, que on va terminer clairement, vraiment, l'année sur entre 5 et 6. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir les mortgages qui vont continuer à grimper, qui vont dépasser les 7%, et ensuite on risque d'avoir un plateau et potentiellement une descente, chose qu'on peut voir un petit peu ici, d'accord. Donc hop, accélération, plateau, réaccélération, descente. Donc on risque d'avoir une schématique un peu identique. C'est ce qu'il va falloir surveiller, clairement, c'est ce qu'il va falloir surveiller, et qui sera un signe annonçateur potentiel d'une chute des taux, parce que ça voudrait dire qu'on a une chute de l'inflation, parce que le mortgage joue énormément dans la partie shelter de l'inflation, donc la partie qui est liée à l'abri. Bon, c'est une grande partie, mais l'inflation des emprunts et l'accessibilité au logement rentre énormément dedans, et donc il faut le prendre en considération. Alors, on va faire notre rappel habituel de notre hypothèse héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Nous sommes actuellement dans la 4, retracement A, B, C, classique pour l'héliotisme, avec un B avec extension, C avec extension. Nous travaillons l'extension justement de Fibonacci 382 dans l'order block, donc on est dans une zone très intéressante, et sur lequel, c'est logique, parce que l'extension 382, c'est quoi ? C'est la distance, la descente de la A, ramener au retracement de la B pour faire la C. Voilà. Globalement, c'est ce principe-là. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que quand on regarde un petit peu le retracement global de Fibonacci, on voit qu'on est dans une zone de rechargement long terme, en dessous de 618, au-dessus de 786. C'est un petit peu la zone sur laquelle on va ranger pendant un certain temps, potentiellement aller chercher les 786 à 14 800, 14 500, à savoir que ce serait justement flirter avec le top de la 1. Je rappelle que si on casse le top de la 1, ça veut dire qu'on invalide cette hypothèse et on part sur l'hypothèse que je vous ai déjà présentée avec une fin de 5 en avril 2021, sur lequel on sera un retracement pareil ABC, mais qui sera un petit peu différent dans la schématique. On va zoomer sur ce qui se passe ici, avec une vue cette fois-ci daily sur lequel on voit bien qu'on a cette accumulation qui s'est faite. Si on retire le bruit, nous avons le SC ici, l'AR, le ST, qui est en cours même, je pourrais choper les deux. Nous avons donc bien une accumulation de wick-off, SC comme étant selling climax, l'arrêt de la tendance baissière, retracement avec l'automatique rallye, et ensuite on va retester la partie basse avec le secondary test, le ST, sur lequel on renforce les liquidités basses, ce qui est tout à fait logique. Derrière, on a bien fait une accélération haussière avec des fake-out, parce que c'est le principe de l'accumulation. On n'oublie pas le principe de l'accumulation, c'est créer des zones de résistance, de venir les liquider dans les deux sens, créer des zones de résistance, venir les liquider, c'est le même principe. C'est le but vraiment de l'accumulation, c'est accumuler un maximum de liquidité. Pour accumuler la liquidité, il faut en créer, d'où les zones de résistance sur lesquelles les personnes se positionnent, et on va liquider ces zones-là. Et on voit qu'on a de très très belles manipulations, avec des zones d'accélération, réintégration, cassure baissière pour liquidation, et ainsi de suite. C'est pareil, ici on a eu accélération baissière, réintégration, donc on a liquidé tous ceux qui étaient en short, réintégration, toutes les personnes sont en position longue,
cassure baissière, liquidation de cette zone-là. Donc on est sur quelque chose de vraiment classique, structurellement, dessus. Ce qui est intéressant à noter en daily, c'est qu'on a toujours cette pattern ici, justement d'une divergence haussière sur lequel on pourra attendre une accélération haussière. C'est une zone qui est importante parce que je pense que on est vraiment dans un ST pur. Alors vous savez que je vous ai dit que si jamais on cassait cette zone-là, il y a de grandes chances qu'on aille soit chercher ici cette zone-là qu'on n'est pas encore allé faire, soit se laisser. Je pense que cette fin de semaine et la semaine prochaine, en tout cas le début de la semaine prochaine, vont être fatidiques dans la mise en place de ce qui va se passer. Est-ce qu'on va break fortement baissier? On va aller comparer un petit peu ce qui se passe au niveau du BTC par rapport au Nasdaq, mais vous allez voir, il y a des choses qui sont plutôt positives sur les crypto-monnaies, mais bon, voilà, il faut garder la tête froide. On est dans une zone de retracement fort, on est dans une zone ici cohérente au niveau du retracement 382 de l'AC. Le prochain objectif est quand même très bas, serait le 1,618 si on va vraiment chercher l'objectif de l'AC. Donc ça voudrait dire qu'on a une grosse descente. Il faut quand même justement se positionner et réfléchir à ça. On est un petit peu dans une partie basse, forte. On a quand même l'information que la Fed va continuer à monter sur cette fin d'année et que justement ils resteront aussi hauts tant que l'inflation ne diminuera pas. Voilà, ça a été donné comme information, chose que le marché n'avait peut-être pas encore totalement pricé, parce que d'ordre général, on a une idée de la Fed que si jamais les actions vont mal, à un moment donné, ils vont lâcher du mou. Bon, c'est pas le cas, ils veulent juguler totalement l'inflation, ça a été donné, donc c'est en train d'être pricé, notamment sur le Nasdaq, qu'on va aller voir tout à l'heure. Alors, on va zoomer un petit peu plus pour bien comprendre ce qui s'est passé ici et ce qui est en train de se passer. Là, on a eu une accélération haussière pour faire tout simplement un petit short squeeze ici. Renforcement, donc baisse effective, renforcement des liquidités sur zone supérieure, liquidation. Et donc, on a mis en place une distrib qui est en train de se faire ici, qui pourrait être d'ailleurs double distrib, à voir exactement comment ça va se goupiller sur les jours qui viennent, mais là en tout cas on a potentiellement encore une accélération sous le bras. J'ai bien envie de me dire qu'on va aller titiller les 19 800. Voilà. Titiller 19 800, on va se mettre une note. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de liquidités qui est en attente, et on a notamment une très belle bougie de retournement suivie d'une cassure de l'annonce de la Fed. Donc là on a quand même pas mal d'ordres qui sont encore en attente. Donc ce sera intéressant d'aller liquider ça. Et là ça va être intéressant. Là ça va être vraiment une zone qui va être très importante. Parce que si jamais on break ici, ça veut dire très clairement qu'on va aller chercher là. Et si on va chercher les 20 000, et donc toute cette zone de liquidité qui se trouve ici, là on a une grosse zone de liquidité. Si on va chercher ça, bah globalement on est libre pour aller travailler l'imbalance qui se trouve là. Donc ça veut dire que si on casse les 20 000, voilà, c'est un peu ça, si on casse les 20 000 et qu'on se stabilise au-dessus des 20 000, ça veut dire qu'on va remonter, et on va remonter travailler les 22, voilà, les 22, 22,5, ce qui nous donnerait potentiellement encore une bonne zone de manipulation, d'accord. On pourrait même réintégrer le canal, le canal de création de liquidité, le cric haussier, et donc derrière refaire une manipulation effective avec une recassure baissière, soit une réintégration haussière, soit une cassure, et on break baissier très fort. Hein. Donc là c'est un petit peu le piège. Là on est vraiment dans une zone de neutralité au niveau du cours. Alors ceux qui me diront, ben non, on est dans quelque chose de baissier. Ok, oui, on est quelque chose peut-être de baissier, mais si on regarde ce qui est en train de se passer depuis cette zone-là, bon, bah là on voit quand même la mise en place d'une zone de neutralité. On n'a pas vraiment de grosses convergences baissière ou haussière. On a la mise en place d'une traîne, on la casse par le haut, on réintègre par le bas, on a une deuxième mise en place d'une traîne, donc pourquoi pas la recasser par le haut encore. Bon, ça me paraît logique comme pattern. Là, de toute façon, dans tous les cas, le marché, on le sait, est en manque de liquidité. Il y a quasiment plus de nouveaux investisseurs qui arrivent sur les crypto-monnaies, donc on est sur quelque chose qui est en manque de liquidité, donc qui va manipuler. Et on le voit depuis justement la cassure de juin, on est dans cette manipulation, on est dans un setup de manipulation pure et dure, donc il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça, et analyser les signaux tels qu'ils le sont, et donc prendre en considération
qu'on peut être manipulé et qui peut avoir des pièges, et que remettre en cause justement ces biais qui soient haussiers ou baissiers. Même si moi j'ai toujours un biais qui est haussier et qui le restera, je vous expliquerai ça notamment demain. Même si la macro est mauvaise, je reste quand même haussier pour une raison toute particulière que je vous explique demain. Alors on va faire un petit point sur l'order flow. Order flow qui est intéressant parce qu'on a bien cette réaccélération haussière, donc on avait une continuité de contraction. Je vous avais dit que notamment si on continue à contracter, ça voulait dire qu'on continue à baisser. J'avais même cette vision là de se rapprocher un petit peu plus des 50. Bon bah là on a une temporisation. Par contre, là-dessus c'est pour ça que je vous dis qu'on risque de pas forcément casser le top, potentiellement juste aller chercher au-dessus et ensuite breaker. Pourquoi ? Parce que là si on regarde, on est toujours en dessous de cette zone là. On n'est pas allé, on n'est pas reparti à la hausse. On n'est pas reparti à la hausse. On est toujours sur une partie basse, ce qui, pour moi, pourrait être tout simplement un retracement avant d'y avoir une continuité, et donc derrière une réaccélération, potentiellement ici une petite baisse de l'open interest, mais on reste sur un open interest de neutralité. Regardez, enfin, quand on voit un open interest comme ça, on sait qu'on n'a pas de trend, on sait qu'on est dans une neutralité. On sait qu'on est dans une phase de neutralité pure, l'order flow nous le montre à travers l'open interest. On est dans quelque chose où, voilà, on est dans une zone d'incertitude et de manipulation pour pouvoir récupérer de la liquidité et donner une impulsion haussière ou baissière. Voilà, peu importe laquelle. Dans tous les cas, les liquidités, que ce soit la hausse ou la baisse, sont plus ou moins équilibrées en ce moment. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de neutral. Petit point rapide sur le THBTC, on est toujours dans une zone de retracement, on n'est pas allé chercher la petite liquidité que j'attends, on s'est arrêté un petit peu avant, je pense qu'on va continuer à baisser, c'est quelque chose qu'on voit aussi au niveau de la dominance du BTC, on a eu l'accélération, chute effective un petit peu ici, donc on a quand même une ressaisie majoritairement de l'ensemble du marché des cryptos, en tout cas qui se ressaisit un petit peu mieux que le BTC, mais ça on le voit quand même depuis longtemps, hein, depuis quand même depuis juin globalement. Depuis juin on a le BTC qui chute et on voit qu'on reteste, donc là pour l'instant on n'est plus dans une forme de retracement. Est-ce qu'on va aller casser plus bas? Ça reste toujours mon biais, ça reste toujours mon biais. On n'oublie pas que je considère que le merge est un élément important. Certes ça n'a pas été un événement au moment où ça s'est fait, mais ça a entraîné une transformation réelle de l'acteur majeur de la DeFi et l'acteur majeur qui porte tous les use cases et tous les smart contracts. Donc forcément, quand on divise, quand on retire 90% de l'émission journalière de cet acteur-là, donc l'inflation de 90%, on la diminue de 90%, bon, à un moment donné, forcément, on va avoir un impact au long terme. Cet impact au long terme, il faut lui donner le temps de se faire, surtout qu'on se retrouve avec des mineurs qui sont en train de liquider au fur et à mesure leurs Ethers, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vendu, qui n'ont pas cru au merge, qui n'ont pas vendu leur rig, et donc ils continuent à miner. Malheureusement, ils minent des choses qui ne sont plus rentables, donc ils sont obligés, pour pouvoir assumer les coûts, de devoir liquider des Ethers. Donc ça fait une pression vendeuse en plus, ce qui est normal. On sait qu'il y a à peu près 300 millions de dollars d'Ether dans les mains des mineurs sur la Nation Chain, mais voilà, il faut relativiser un petit peu ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est normal. Concernant le Nasdaq, on voit qu'on est bien dans une trend baissière, on voit que on est vraiment au niveau de la liquidité que j'avais donnée, donc on n'a pas été arrêté par le 786 à 11 500, on continue dans ce pricing de la continuité de l'augmentation des Fed. On voit quand même qu'on a une diminution de la pression baissière au fur et à mesure des jours qui passent. On va attendre la clôture de cette semaine et surtout le discours de Powell, encore une fois à 20h, qui va être déterminante pour cette fin de semaine et le début de la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que là, on a toujours cette divergence qui est haussière pour l'instant, qui n'est pas confirmée. Il faudrait qu'on reparte à la hausse ici avec un beau rebond pour pouvoir la valider. C'est pas le cas là en état, et du coup ce serait un bon signe. Là en tout cas il faut remonter si jamais on break ici. Bon en l'occurrence si on break les 11 500, ça voudrait dire que donc cette zone ici, 11 200, excusez-moi, les 11 200, ça voudrait dire que on va break ici le plus bas et aller casser, s'enfoncer. Et du coup, quel est l'impact que ça aurait sur le BTC? C'est un petit peu compliqué à voir. Pourquoi? Parce qu'on a une belle résilience. On a une belle résilience du BTC. Clairement, le BTC hier a fait une très belle journée, alors que le Nasdaq a fait une journée très mauvaise. On a somme toute quelque chose qui structurellement est intéressant et qui
est quand même différent de ce qu'on voit au niveau de la macroéconomie générale, et qui montre aussi que le BTC a une forme de résilience, donc due à la décorrélation, ça je vous l'ai déjà expliqué. Et l'autre chose, c'est que ça, c'est la représentation du BTC. Ok, mais quand on regarde l'indice de la totalité des cryptos, on voit que c'est beaucoup plus résilient que ce qu'on pourrait escompter et qui est dû partiellement à tout l'engouement qui peut se faire sur le développement du Web3. Et il ne faut pas oublier que c'est pas parce que c'est un bear market financier que derrière la technologie n'est pas en train de se développer, n'est pas en train de s'améliorer, de construire. C'est dans ces périodes-là que les évolutions technologiques se font et qu'on prépare le prochain bull run. Voilà, c'est tout simplement, il faut être patient et là on voit quand même une forme de résilience. Donc pour ceux qui sont majoritairement baissiers, bah moi je me dis que là le BTC est quand même majoritairement plus résilient que d'habitude et que on est en train d'absorber une partie du choc financier qui est en train de se faire et c'est positif sur le long run. Est-ce qu'on va chuter si jamais on break très fort au niveau du Nasdaq et qu'on va chercher notamment, hop, je suis en automatique, j'avais oublié, si on va chercher beaucoup plus bas et qu'on va chercher les 10 500, oui, le BTC va suivre, mais moindre, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les mêmes propensions de chute, c'est-à-dire que sur une chute effective qui se fera ici de 8 à 10%, peut-être le BTC chutera de 10, 15, 20% maximum. Alors qu'avant, il aurait fait moins 40, moins 50, moins 60. Là, ça ne risque pas forcément d'être le cas. Et c'est ce qui est bénéfique, et c'est ce qui est fort, et c'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est en tout cas, moi, ce qui renforce mon biais haussier. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lesquelles tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.